trésors et archéologie. Installe-toi là où tu te sens le mieux et moi je vais débuter la lecture avec un article. Pologne, un bijou médiéval magique retrouvé par hasard après 600 ans d'oubli. Une découverte archéologique extraordinaire vient d'éclairer notre compréhension des élites médiévales. Dans les douves boueuses du château de Kolno, une splendide améthyste sertie de parties métalliques en argent dorée au feu a été mise au jour. Quelle histoire se cache derrière ce joyau perdu il y a 600 ans, 6 siècles, 600 ans. La trouvaille d'une améthyste médiévale dans les douves d'un château polonais offre une fenêtre rare sur la vie aristocratique du Moyen-Âge. Contrairement aux bijoux habituellement découverts dans des trésors ou des tombeaux, cet ornement précieux a été perdu dans un contexte quotidien, probablement par un noble en déplacement. Cette pièce exceptionnelle datant d'environ 600 ans témoigne du raffinement et des croyances de l'élite médiévale, faisant de cette découverte un événement marquant pour l'archéologie européenne. Le trésor inattendu des douves de Kolno. Au cœur de la Pologne, les archéologues de l'université de Wrocław ont réalisé une découverte spectaculaire lors de fouilles au château de Kolno. Sous la direction de Lech Marek, l'équipe a extrait des boues anciennes, une améthyste finement sertie dans de l'argent doré au feu, vraisemblablement perdu par un aristocrate il y a environ 6 siècles. Je pense que cet objet faisait à l'origine partie d'une broche ou moins probablement d'un diadème ou d'une couronne, a expliqué Marek. Ce qui rend cette découverte particulièrement remarquable, c'est son contexte de découverte inhabituel, dans un cadre de vie quotidienne plutôt que dans un trésor ou une sépulture. Le château de Kolno, édifié au début du XIIIe siècle, servait initialement de forteresse et de palais ducal. Il jouait également un rôle stratégique comme poste de douane contrôlant le transport du bois. Après avoir appartenu au duc Bolesław III de Brzesk, la propriété fut vendue à des chevaliers fortunés avant d'être incendiée et détruite lors des guerres civiles en Silésie en 1443. Analyse scientifique d'un bijou princier. Les chercheurs ont soumis le joyau à des analyses sophistiquées pour en révéler tous les secrets. La spectroscopie Raman a confirmé qu'il s'agissait bien d'une améthyste, tandis que l'analyse par fluorescence X a démontré que le métal était de l'argent doré au feu, un procédé complexe impliquant d'importantes quantités de mercure. Ce bijou témoigne d'un savoir-faire artistique
artisanale exceptionnelle pour l'époque médiévale. La technique de dorure au feu, particulièrement délicate, consistait à appliquer un amalgame d'or et de mercure sur l'argent, puis à chauffer l'ensemble pour évaporer le mercure, laissant une fine couche d'or. Cette méthode conférait aux objets un éclat somptueux apprécié par les élites. Les fouilles menées depuis 2010 ont également permis de mettre à jour d'autres artefacts militaires, des objets liés à la cavalerie et des céramiques typiques des XIVe et XVe siècles, enrichissant notre compréhension de la vie quotidienne dans ce château médiéval. Symbolisme et pouvoir mystique des pierres précieuses médiévales. Au Moyen Âge, les pierres précieuses n'étaient pas simplement des objets décoratifs, mais possédaient une dimension symbolique et magique profonde. L'améthyste, particulièrement prisée durant cette période, était réputée pour ses nombreuses vertus protectrices. Protection contre l'ivresse et le poison, remède contre la goutte et les mauvais rêves, défense contre la trahison et la tromperie, prévention de la cécité et des enchantements néfastes. Dans le jeu sophistiqué des symboles médiévaux, le choix des gemmes pour les bijoux avait toujours une raison plus profonde, explique Marek. Si un joyau était considéré comme chargé de pouvoir surnaturel, sa valeur augmentait rapidement. L'améthyste symbolisait également la foi, la modestie et le martyre dans l'iconographie chrétienne. Les valeurs hautement estimées par l'aristocratie médiévale des valeurs hautement estimées par l'aristocratie médiévale. Sa couleur pourpre évoquait la royauté et le pouvoir ecclésiastique, renforçant son attrait pour les élites. Un fragment d'histoire du quotidien aristocratique. L'identité de la personne ayant perdu ce joyau reste mystérieuse, mais les chercheurs sont formels. Il s'agissait d'un membre de la haute aristocratie. Des bijoux similaires ont été retrouvés dans les parures de luxe de l'époque, généralement réservés aux ducs et autres nobles de haut rang. Cette découverte, publiée dans la revue Antiquity, nous offre un aperçu rare d'un moment fugace du passé, l'instant où un objet a glissé des mains de son propriétaire pour disparaître dans la boue d'un fossé. Contrairement aux objets délibérément enterrés ou placés dans les tombes, cet améthyste raconte l'histoire d'une perte accidentelle, un fragment d'humanité traversant les siècles. Ce témoignage unique de la vie quotidienne des élites médiévales permet aux archéologues de reconstituer non seulement les aspects matériels, mais aussi les dimensions culturelles et symboliques d'une société lointaine qui continue d'enchanter notre imagination collective. Ensuite, autre trésor, braquage au Muséum d'histoire naturelle.
Comment des voleurs ont fait disparaître un trésor scientifique inestimable. Au cœur de Paris, le Muséum national d'histoire naturelle abrite de nombreuses pierres parfois inestimables, de quoi attiser les convoitises. Des cambrioleurs se sont introduits de nuit dans la galerie minéralogique pour voler des pépites d'or de plusieurs kilos. Le mot braquage évoque évidemment les banques ou autres dépôts dédiés aux grandes fortunes. Pourtant, certains n'hésitent pas à cibler des musées et des institutions. Analogues pour repartir avec un important magot. Le matin du 16 septembre, donc il y a 15 jours, une employée du Muséum national d'histoire naturelle situé dans le 5e arrondissement constatait une anomalie lors de son passage habituel dans la galerie minéralogique. Plusieurs pépites d'or massif exposées depuis des années au grand public avaient disparu, portant le préjudice à 600 000 €. Cambriolage à haut risque dans l'un des plus grands musées de Paris. Selon le Actu 17, le vol des matériaux précieux s'est déroulé dans la nuit du 15 au 16, nécessitant la mobilisation de la brigade de répression du banditisme. Les criminels semblent avoir utilisé un chalumeau pour fragiliser la vitre blindée protégeant les pépites, avant de la briser pour atteindre l'or convoité. Le mot pépite pourrait toutefois s'avérer trompeur, car l'une pesait 5 kilos, tandis que 3 autres réunies atteignaient 1 kilo. Une perte financière évidente pour l'institution, les responsables du musée pointant leur importance scientifique et géologique. En visant l'un des 770 000 spécimens du muséum, les voleurs font disparaître dans la nature un trésor muséologique. Difficile de déterminer si les enquêteurs seront en capacité de retrouver les pépites d'or. Une certitude demeure, celle d'un plan méticuleux ayant exploité les failles de l'un des plus grands musées au cœur du Jardin des Plantes. Au début du mois de septembre, le musée de Limoges a lui aussi été ciblé par des cambrioleurs. Le montant du vol est estimé à 6 millions d'euros. Maintenant, partons voir et tester de l'archéologie. Oui, j'ai cherché mes mots, je ne savais pas comment faire une transition. Archéologie. 3 bébés fossiles révèlent de nouvelles pistes sur les premiers humains. Des restes fossilisés de 3 nourrissons vieux de 2 millions d'années bouleversent notre compréhension de l'évolution humaine. Ces découvertes révèlent une diversité insoupçonnée dans les premiers stades de développement de notre lignée. Comment ces fragments de mâchoire transforment-ils notre vision des origines humaines ? Cette découverte paléoanthropologique majeure, publiée en juin dans
dans Nature Communications remet en question les modèles classiques de l'évolution du genre Homo. Les travaux menés par José Braga de l'Université de Toulouse et Jacopo Moggi-Zecchi de Florence révèlent que nos ancêtres présentaient déjà une remarquable variabilité développementale dès les premiers mois de vie. Ces résultats suggèrent que l'émergence de l'humanité suivait des trajectoires plus complexes qu'envisagées précédemment. Des sites africains livrent leurs secrets développementaux. Les 3 spécimens proviennent de zones géographiques distinctes du continent africain. Le premier fossile fut découvert dans la vallée de l'Omo en Éthiopie, région emblématique pour l'étude d'Homo habilis. Les 2 autres restes émergent des sites sud-africains de Kromdraï et Drimolen, territoire riche en vestiges d'Homo erectus archaïque. Ces nourrissons, décédés avant leur premier anniversaire, offrent une fenêtre unique sur les mécanismes développementaux de nos ancêtres. Leurs fragments de mâchoire conservent des informations précieuses sur la croissance osseuse et l'émergence dentaire. La rareté de tels spécimens juvéniles confère une valeur exceptionnelle à ces découvertes pour comprendre l'ontogénèse des premiers humains. L'analyse approfondie révèle des différences significatives dans les structures anatomiques de chaque individu. Les bourgeons dentaires, la morphologie mandibulaire et les patterns de croissance varient considérablement entre les 3 spécimens. Ces variations suggèrent l'existence de stratégies développementales distinctes au sein même des premières populations humaines. Une diversité développementale révélatrice. L'examen minutieux des restes fossilisés dévoile des trajectoires de croissance différenciées dès les premières semaines d'existence. Chaque nourrisson semble avoir adopté un mode de développement particulier, reflétant une diversité biologique insoupçonnée. Les reconstructions tridimensionnelles permettent de visualiser ces variations avec une précision remarquable. Cette diversité précoce remet en perspective notre conception de l'évolution humaine primitive. Les différences observées dans les structures dentaires et osseuses indiquent que plusieurs lignées expérimentaient simultanément diverses approches développementales. Cette multiplicité suggère une phase d'exploration évolutive intense au sein du genre Homo naissant. Les implications de ces observations dépassent le simple cadre anatomique. Elles révèlent des stratégies adaptatives variées concernant les rythmes de maturation dentaire, les modalités de croissance crânio-faciale, les patterns d'ossification mandibulaire, les séquences d'éruption dentaire. L'évolution humaine repensée à travers l'enfance. Ces découvertes transforment radicalement notre approche de la paléoanthropologie développementale. Traditionnellement, les reconstitutions évolutives s'appuient principalement sur des spécimens adultes. Pourtant, l'étude des stades juvéniles révèle des informations cruciales sur les stratégies biologiques adoptées par nos ancêtres. Les premières années d'existence constituent une période critique où se manifestent les adaptations spécifiques d'une espèce. Durée de croissance, régime alimentaire, rythmes développementaux,
sélection sélective ayant façonné l'évolution humaine. Ces 3 nourrissons témoignent d'une complexité évolutive bien supérieure au modèle linéaire traditionnel. Cette approche centrée sur l'ontogénèse ouvre de nouvelles perspectives de recherche. Elle souligne l'importance d'intégrer les données développementales dans nos reconstitutions phylogénétiques. L'évolution du genre Homo apparaît désormais comme un processus buissonnant, marqué par de multiples expérimentations biologiques, plutôt que par une progression linéaire vers la modernité. Ces 3 témoins silencieux du passé transforment notre vision des origines humaines en révélant la richesse insoupçonnée des stratégies développementales primitives. Et pour terminer cette vidéo, toujours, des archéologues ont découvert une capsule temporelle préhistorique intacte sous la mer. Sous les eaux calmes de la baie d'Aarhus au Danemark, des archéologues en scaphandre explorent un littoral vieux de 8500 ans. Engloutis par la mer, ces vestiges préhistoriques offrent une plongée fascinante dans la vie des chasseurs-cueilleurs du Mésolithique. Tenues de terrain, chaussures de marche, chapeau vissé sur la tête et truelle à la main, voilà l'image classique que l'on se fait de l'archéologue. Mais parfois, la réalité réserve des surprises, car il arrive aussi qu'il troque son attirail habituel par une combinaison de plongée. C'est le cas dans la baie d'Aarhus au nord du Danemark, où une équipe de chercheurs explore ce qui fut autrefois la côte, enfin il y a 8500 ans. Des villages engloutis par la montée des eaux. Aujourd'hui, il faut descendre à 8 mètres de profondeur pour retrouver la trace de cet ancien littoral englouti par la montée des eaux au fil des millénaires. Après la fin de la dernière ère glaciaire, la fonte des calottes polaires a entraîné une hausse progressive du niveau marin de l'ordre de 2 mètres par siècle. Un recul implacable qui a poussé les populations de chasseurs-cueilleurs à abandonner leurs villages côtiers pour se réfugier plus à l'intérieur des terres. Des trésors de la préhistoire exceptionnellement bien conservés. Paradoxalement, cette submersion a eu un effet inespéré. Elle a figé dans les sédiments marins des pans entiers de leur quotidien. Les objets en bois qui se décomposent habituellement à l'air libre se sont retrouvés parfaitement conservés dans cet environnement sans oxygène. C'est comme une capsule temporelle, s'enthousiasme Moé Astrup dans un communiqué de presse. Quand le niveau de la mer est monté, tout a été préservé, comme si le temps était arrêté. Sous la vase et le sable, les plongeurs archéologues exhument ainsi des trésors préhistoriques, ossements d'animaux, outils en pierre, pointes de flèches, une dent de phoque, des troncs d'arbres, de petites pièces en bois et même des noisettes. Autant d'indices qui racontent la vie quotidienne de ces communautés du Mésolithique. Et ce n'est qu'un début. À mesure que les fouilles progressent, les chercheurs espèrent dévoiler encore d'autres fragments de cette histoire engloutie.
amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura détendu, endormi peut-être, relaxé ou même enrichi. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo les amis, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, soyez prudents. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements, etc. etc. Merci, 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 merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous le dirai jamais assez, mais merci. Et je vous retrouve très vite les amis.